Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 mai et au moment où je vous parle, Bitcoin se tient à presque 110 000 dollars et on a clôturé une fois encore la bougie weekly sur un plus haut historique. Ça fait 2 semaines consécutives, donc ça c'est un signal très important. En fait, on a même marqué un ATH la semaine dernière, on va revenir là-dessus. Je vais vous parler également des altcoins qui ont été en stabilisation là sur toute la semaine. Donc c'est plutôt bienvenu, on avait eu un mouvement quand même assez important. Donc voilà, c'est la petite consolidation, à mon avis, avant ce que j'espère, je continue d'y croire, une alt season. Alors est-ce que ça sera pour cet été ou plutôt pour la rentrée? Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Et aujourd'hui, je voulais également vous parler de Monero. Alors, on en avait parlé il y a quelques semaines suite à un mouvement important. On avait détecté, en fait, suite à un hack, on avait eu certains bitcoins qui avaient été volés, qui avaient été transférés en Monero. Ça avait entraîné une bougie journalière assez importante. Donc, je vous avais dit que ça pouvait être potentiellement, voilà, le début de quelque chose ou peut-être que c'était tout simplement un épiphénomène. Donc, j'ai suivi ça. Et là, ça fait plusieurs semaines vraiment que Monero nous montre des signes d'accumulation importants. Donc, je trouvais que c'était un bon moment pour vous en parler. Donc, dans la vidéo, on prendra quelques minutes pour, voilà, pour jaser de tout ça. Alors on commence avec le Bitcoin, comme je vous disais, on est sur une semaine ici très intéressante. On a eu un petit peu de volatilité à cause bon, d'un énième tweet de Trump, j'en parlerai tout à l'heure. Donc on clôture avec une modeste bougie de 2,39%. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit, ça fait 2 semaines consécutives qu'on a une clôture au-dessus du plus haut qu'on avait marqué à la fin de l'année 2024 et qu'on était venu retester janvier, hein, donc vraiment là on avait marqué notre plus haut et vous le voyez si je vais en journalier, on a marqué un plus haut historique ici à 111 000 dollars, donc on a même dépassé les 110 000 dollars, c'était le jeudi 22 mai. Ensuite, ça a été une correction, forcément, il y a des prises de profit sur des plus hauts historiques, c'est normal, surtout quand on a eu des mouvements comme on l'a eu là dans les derniers mois, donc il y a beaucoup de gens qui ont paniqué. Retour au plus haut, forcément, on va avoir de la volatilité, on va avoir des investisseurs qui vont prendre des profits, qui vont alléger leur position Bitcoin, et on l'espère, avoir une certaine rotation vers les autres altcoins, donc vers Ethereum, Solana et puis bien sûr toutes les autres altcoins. Donc au niveau de la dominance, c'est effectivement ce qu'on constate, c'est que là on a eu un retour sur plutôt du Bitcoin. Donc là c'était, je vous l'avais dit, un signal important. Je vais me remettre en weekly pour que vous voyez bien. Pour moi là on est encore sur une bougie de retournement, à moins que vraiment on a une dominance qui remonte au-dessus des 65%. Donc là, à ce moment-là, ça invalidera ce signal. Mais pour moi, là, ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement, on va un petit peu travailler cette zone-là. Et je pense qu'on devrait voir la dominance baisser dans les prochaines semaines, redescendre à des niveaux 60, 55, etc. Donc je vous l'ai dit, avec une prudence à avoir si jamais on redescend jusqu'à 45, alors on n'y est pas du tout, hein. C'est pas dit du tout d'ailleurs qu'on retourne sur ces niveaux-là, mais ça a été un niveau qui par le passé a été vraiment voilà, la zone à ne pas franchir parce que c'était vraiment la fin, on va dire, de la folie du mouvement parabolique et le bear market s'enclenchait assez vite après. Donc voilà, on garde une petite surveillance là-dessus, mais le premier objectif déjà, c'est de retrouver une dominance là qui vient chercher la moyenne mobile weekly 50. Si on traverse le nuage, pour moi, ça sera très très bon. Retour à la moyenne mobile 200 et si on passe en dessous, et bien sur du long terme, on aura vraiment ce signal hein, de la alt season, c'est-à-dire que Bitcoin verra sa performance largement amoindrie par rapport au reste du marché des crypto-monnaies. Et vous le savez, c'est à ce moment-là qu'on fait les plus beaux profits. Donc pour l'instant, comme je vous le dis, on reste là sur la zone, on travaille, on n'est pas revenu sur les plus hauts, on est quand même malgré tout venu chercher le bas du nuage en journalier, on est revenu au-dessus. Donc là, il faudrait vraiment voir la dominance stabiliser et redescendre pour continuer d'avoir cette vision mentale d'une alt season qui se prépare. Si jamais, je vous le dis, on remonte au-dessus de 65%, je vous en parlerai, mais pour moi, ce sera une invalidation du signal, et à ce moment-là, si alt season il y a, ce sera remis à plus tard dans l'année. Donc voilà. Au niveau d'Ethereum, alors Ethereum, très beau, on continue de se stabiliser, en weekly vous le voyez, ça fait 2 bougies là, consécutives où on est quasiment sur un doji. Donc un doji, ce que ça traduit, c'est tout simplement une indécision, alors on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'était un faux signal et puis
on redescend voilà, pour retester ce niveau-là des 1500, ou est-ce que bah, effectivement le retournement a eu lieu et on est prêt à avoir un Ethereum qui remonte sur ses plus hauts. Alors sur ces plus hauts déjà, ça va être à 4000 $, donc ça sera les plus hauts du cycle, et puis pourquoi pas les plus hauts historiques qui sont encore très loin, à presque 5000 $. Donc là, on voit au niveau weekly qu'on est vraiment juste en dessous de cette moyenne mobile weekly 50. On est entre la 200 et la 50. Donc là, c'est une bonne zone d'accumulation. Si on va en journalier, on voit que on est venu s'appuyer sur cette moyenne mobile 200 journalière. Donc rappelez-vous, cette moyenne mobile, eh bien, c'est la différence entre une tendance haussière et une tendance baissière, hein. Il y a beaucoup de systèmes de suivi de tendance qui vont utiliser cette moyenne mobile pour filtrer la tendance long terme. Donc être au-dessus de cette moyenne, c'est une bonne chose. Ça veut dire que du point de vue, on va dire, graphique, chartiste, analyse technique, tout ce que vous voulez, on est là sur un actif qui est repassé en tendance haussière, et suite bah, à la grosse baisse qu'on a eue dans les derniers mois, eh bien on s'attend, surtout si, voilà, si le bull run continue et qu'une all season s'enclenche, on aura un Ethereum qui devrait bien performer. Donc on est sur un pari qui, à mon avis, est intéressant, parce que Ethereum bah, présente forcément beaucoup moins de risques que d'autres projets d'altcoin, hein, en tout cas du point de vue des institutionnels. Donc le Ethereum, pour rappel, c'est quand même le backbone de toute la finance décentralisée. Donc même s'il a eu une piètre performance depuis le début du cycle, ça reste un projet majeur dans l'écosystème. Et bah voilà, suite à ces belles bougies, je trouve que c'est très intéressant de voir l'Ethereum qui se stabilise au-dessus de cette moyenne mobile de 100. Pour moi, il y a quelque chose là qui est en train de se préparer. Et c'est vraiment, à mon avis, quand Ethereum va repasser au-dessus des 2800, qu'on va avoir cette poussée sur les altcoins et que la dominance Bitcoin devrait chuter. Au niveau Solana, bah, ça ressemble, hein, on est pareil en stabilisation ici. Donc il faut au niveau Solana qu'on passe les 190 $ pour que un nouveau plus haut soit à nouveau à l'ordre du jour. Pour l'instant, on est vraiment sur cette résistance importante, donc qui a déjà été, oups, qui a déjà été résistance là à plusieurs reprises par le passé, qui est devenu ensuite support plutôt à la fin de l'année, là quand on a marqué le plus haut sur Bitcoin, et puis là maintenant qui à nouveau agit comme résistance. Donc il faut percer cette résistance-là, et après on pourra retourner assez facilement, à mon avis, à 240 $, et puis après, un nouveau plus haut sera, à mon avis, à l'ordre du jour. Alors un petit tour rapide sur quelques altcoins, on fait ça à la volée, donc WIF, on est pareil sur une semaine de stabilisation. WIF reste pour moi en ce moment un des meme coins qui va avoir le plus de volume derrière lui. Je vais vous montrer ça tout à l'heure sur CoinMarketCap. On a eu une petite correction là de Peanut qui avait, je vous rappelle, eu une semaine extraordinaire, c'était début mai, avec une performance quand même de 159%. Donc là c'est normal hein, qu'il digère ce mouvement-là, mais pour moi il y a encore peut-être quelque chose à faire sur Peanut. Fartcoin aussi, qui avait l'idée toute cette jambe, hein, ça a été une des premières cryptos à partir, elle a même précédé Bitcoin. Et là, on voit qu'on est presque de retour sur les ATH, donc ça continue. On empile bougie verte sur bougie verte. On a eu aussi Hype, je vais vous le trouver, il est là. Alors Hype, on est quasiment là aussi de retour sur un plus haut. Donc super intéressant, avec une semaine à 43% quand même. Donc là, on voit que Hype est vraiment dans les starting blocks depuis, pareil, le retournement, même début avril pour Hype. On avait eu cette bougie weekly, donc vous voyez pareil, là, avalante haussière. Donc ça, c'est le genre de bougie qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et bien suite à ça, on a vraiment eu un mouvement explosif. Donc pour moi, Hype, il y a peut-être encore des choses à faire. Alors attention, là, il est quand même assez haut. Étant de retour sur ses plus hauts, je pense qu'on devrait avoir une stabilisation, hein. Je ne pense pas qu'on va partir en ligne droite non plus jusqu'à voilà, jusqu'à 80, 100 $. Par contre, si on a une all season et que le prix s'est bien stabilisé, il y aura peut-être des choses à faire sur Hype. Je vois que, sans jeu de mots, bah, la Hype continue sur Hype. Donc voilà, à suivre, je continue de le garder dans ma watchlist. Tao, ça fait quelques semaines que je vous en ai pas parlé. Pour l'instant, rien de spécial. On voit qu'il se stabilise. Pareil, les meme coins ont plutôt l'idée. On est de retour quand même là sur une résistance importante. Je pense que quand on aura clôturé au-dessus des 460, on devrait accélérer et retourner sur les plus hauts, aux environs des 700 $. Alors en fait, même c'est monté. Là, je suis sur Binance. C'était sur le listing Binance. On était même allé chercher une pointe à 1200. Mais ce genre de niveau-là, il faut plus ou moins les considérer parce que ça a été vraiment plus
potentiellement là du mouvement de FOMO, manque de liquidité, voilà. Donc ça, c'est des choses un petit peu à prendre avec des pincettes. Malgré tout, Binance, ça reste le plus gros exchange, donc c'est un niveau, voilà, si on retourne dessus, il y aura forcément, un petit peu d'activité. Alors avant de vous parler de Monero, on va faire un petit tour sur CoinMarketCap. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est que lorsqu'on a fait un plus haut historique la semaine dernière, eh bien on était dans la même zone qu'en ce moment, donc c'est-à-dire qu'on est quand même dans le grid, on est à 69, je pense qu'on était peut-être à 70 ou 71 quand on a fait un plus haut, donc c'est sûr que c'est quand même relativement haut. Cela dit, je trouve intéressant qu'on fasse un plus haut historique en n'étant pas dans une zone d'extrême cupidité par rapport à ce qu'on a eu la dernière fois. En fait, sur le début du cycle, à chaque fois qu'on a fait un nouveau plus haut, on était déjà en cupidité extrême, alors que là, on voit que c'est un petit peu plus modéré. Donc ça, pour moi, ce que ça traduit, c'est que on a eu vraiment une fatigue des investisseurs, des traders, les retails qui sont rentrés un petit peu sur le début du cycle ont été voilà, malmenés. Donc je pense que les gens aujourd'hui sont un peu plus méfiants et c'est exactement ce dont on a besoin pour avoir un mouvement intéressant. Parce qu'en fait, si on est sur un plus haut historique et que on est déjà au taquet sur la cupidité, tout le monde est déjà là, et bien souvent c'est un peu trop tard en fait. Alors que là, eh bien, on voit qu'on a encore de la place, on a de la place sur les oscillateurs, on a de la place sur des indicateurs plutôt d'analyse émotionnelle, donc ça c'est intéressant. Et puis au niveau de la saison des altcoins, on voit que tranquillement, pas vite, eh bien, on se rapproche plutôt d'un middle ground et éventuellement une bascule vers les altcoins. Si on regarde au niveau top performer sur la semaine, bah, je vous en ai parlé tout à l'heure, hyper liquide avec 47%. On a ensuite Zcash, Jupiter et puis SPX 6900, donc ça c'est le meme coin de Mourad, suivi de FET, donc un projet d'intelligence artificielle intéressant. Et vous voyez, Monero est pas très loin, on est dans le top 10 là, des top performers de la semaine, super intéressant. Au niveau volume sur capitalisation boursière, eh bien vous le voyez, on exclut les stablecoins bien évidemment. On a WIF qui continue semaine après semaine d'être dans ce top-là. Ça fait même plusieurs semaines qu'il dépasse PP, alors que PP c'était vraiment le meme coin depuis le début du cycle, qui était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le top au niveau du volume. Et là, WIF, bah, ça fait plusieurs semaines que j'observe qu'il a pris la tête de ce classement-là. Donc là, vous voyez comment on doit lire ça en fait, c'est que sur le volume 24 heures, on a 461 millions de dollars, hein, donc c'est de l'achat et de la vente, donc il y a de l'activité sur le projet, et je rappelle que la capitalisation boursière, c'est de 1 milliard 100 millions. Donc en gros, bah là, vous avez 41% finalement de la capitalisation qui a été le volume journalier. Donc c'est vraiment une métrique importante, ça veut dire qu'il se passe des choses, il y a de l'activité sur WIF, et en fait, ce genre d'indicateur, il va être très important à surveiller. Au niveau CoinGlass, donc on est sur un plus haut historique, comme je vous l'ai dit, et pourtant, on continue d'avoir pour l'instant aucun signal de top, et ça aussi c'est très intéressant, je le mets en parallèle avec ce grid index qui pour l'instant n'est pas encore dans des zones de cupidité extrême. Donc on est toujours à 0 sur 30, on est toujours sur du hold, sur les 30 indicateurs, aucun n'a flashé de surchauffe pour l'instant. Donc pour moi, on a vraiment beaucoup de signaux positifs qui s'accumulent et qui me laissent penser que on devrait avoir une continuation du bull run. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors après, semaine dernière, au niveau de l'actualité, eh bien, on a eu Donald Trump qui a fait, bah, comme il a l'habitude, un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire que vraiment, je crois que c'était juste après que le Bitcoin marque un plus haut. Bon, je pense pas qu'il y ait forcément de lien. Il va peut-être pas regarder ça non plus tous les jours pour timer ses tweets. Mais dès que en fait le marché reprend, on voit que bah, il recommence un peu son scénario, voilà, de peur. Donc là, il a dit qu'il allait mettre finalement un tarif de 50% sur l'Europe parce que les négociations n'avançaient pas comme il voulait. Et puis, quelques jours après seulement, finalement, bon, ils ont discuté, l'Europe est devenue raisonnable et on étend encore la période de négociation, qui d'ailleurs a été prévue pour beaucoup plus loin, hein. On avait 3 mois de négociations qui avaient été accordés à l'Europe. Donc a priori, bah, tout le monde se disait on est tranquille. Et vous voyez, il est quand même revenu pendant ces 3 mois pour remettre un petit coup de pression, hein. Donc c'est la négociation comme Trump aime bien la faire. Et comme les marchés n'aiment pas trop, parce que ça souffle le chaud et le froid sur le marché, et les investisseurs n'aiment pas ça. Ça crée beaucoup d'incertitudes. Donc voilà, petit mouvement. Est-ce que c'est encore un délit d'initié pour que ses amis puissent rentrer sur le Bitcoin à meilleur prix? Bon, je me positionne pas là-dessus, mais voilà, vous connaissez quand même un petit peu mon point de vue là-dessus. Donc
attention à la volatilité, il y en aura encore hein, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il faut s'y attendre. De toute façon, à mon avis, pendant tout le mandat de Trump, il va falloir qu'on s'habitue à ce genre de mouvement un peu erratique. C'était la même chose sur son premier mandat. Mais là, c'est vrai qu'il met en place des choses qui sont, voilà, qui en tout cas précipitent, à mon avis, l'économie mondiale dans un nouveau paradigme. Donc ça va se faire tranquillement, mais il y a des choses qui sont en train de se passer. Voilà, donc je prétends pas, attention, être analyste macro, loin de là. Je vous partage très modestement les analyses que je fais sur le marché. Je précise aussi que tout ce que je dis n'est pas un conseil en investissement, à vous de faire vos propres recherches. Encore une fois, cette chaîne, c'est vraiment comme un journal de trading. Je vous partage mes positions, mes analyses, ce que j'apprends dans mon parcours d'investisseur. Et puis, bah, vous êtes bienvenus à me suivre dans cette aventure et voilà, et à commenter les vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos questions, à me laisser vos recommandations, vos doutes, vos commentaires. Vous êtes bienvenus voilà, à communiquer avec moi pour qu'on puisse ensemble ben, avancer sur ce beau chemin qu'est l'investissement et le trading. Alors maintenant, on va parler de Monero. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai commencé un petit peu à creuser. Alors, Monero, c'est un projet qui existe quand même depuis longtemps, hein. Ça fait partie des OG. C'est un peu, on va dire, une copie de Bitcoin dans l'idée, sauf que, bon, il y a des choses qui sont différentes et surtout au point de vue de l'anonymat. Donc, en fait, Bitcoin en tant que tel, on dit souvent que ça permet de faire toutes sortes de choses et que c'est une monnaie anonyme. C'est ce que les gouvernements aimaient bien nous dire, en tout cas, en prétendant que bah, Bitcoin était utilisé pour faire toutes sortes de dingueries sur Internet. Il faut savoir que Bitcoin, en vérité, c'est pas du tout anonyme, c'est pseudonyme. Et c'est très différent. Ça veut dire que, bah, en fait, on sait exactement quelle wallet a fait quelle transaction, tout est tracé parce que c'est public en fait, le ledger est public, donc tout le monde peut voir ça, et c'est vraiment dans l'ADN de Bitcoin. Maintenant, Monero, c'est différent puisque la technologie de Monero, dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais volontairement, tout est masqué. Et là, pour le coup, c'est vraiment anonyme. Donc forcément, c'est une crypto-monnaie qui peut être utilisée pour toutes sortes de choses. Alors là, peut-être, oui, définitivement des choses illégales, mais pas seulement. En vérité, de plus en plus de gens bah, considèrent Monero comme bah, un peu le dernier rempart de la liberté, c'est-à-dire de pouvoir être maître de sa finance et de ne pas avoir besoin nécessairement de tout dire au gouvernement, hein. C'est vraiment un peu plus dans cet esprit de cypherpunk qu'on avait au début, où les gens voulaient se décentraliser, voulaient se débancariser, etc. On est vraiment dans cet ADN-là. Et forcément, les gouvernements n'aiment pas ça, et vous savez que la plupart des exchanges aujourd'hui sont KYC, donc Know Your Customer. C'est d'ailleurs un peu problématique, parce que ça veut dire qu'au-delà du fait qu'on va savoir que vous avez acheté de la crypto et que vous allez payer des impôts, ça c'est très bien, mais on sait aussi que bah, la sécurité, elle n'est pas infaillible. Et il y a eu par exemple un hack sur Coinbase il n'y a pas longtemps, et donc du coup, bah, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, on a eu quand même pas mal d'attaques sur des personnes, voilà, bon, qui sont ou des PDG de sociétés crypto, ou qui sont des influenceurs, donc des personnes dont on sait qui sont des investisseurs crypto-monnaies qui ont été attaqués dans la rue, qu'il y a eu des enlèvements, il y a eu des demandes de rançon, etc. Donc c'est sûr qu'on est dans un climat quand même qui est assez complexe, et bah, quand on a des hacks sur des exchanges KYC comme Coinbase, qui est pourtant pas un petit exchange, eh bien ça veut dire que les hackers maintenant ont les informations précisément de qui a de la crypto, en tout cas sur les données qui ont été volées, qui a de la crypto, où est-ce qu'ils habitent, etc. Parce que le Know Your Customer, c'est littéralement ça. Donc, les exchanges, pour revenir sur mon point, ont délisté Monero parce que voilà, c'est la crypto anonyme et les gouvernements n'aiment pas ça. Donc, j'ai trouvé cette charte intéressante. Vous avez ici l'évolution du prix de Monero. Donc ça, c'était sur son premier cycle. On était déjà en 2017-2018. Donc, on est arrivé, c'est le même cycle hein, qu'on avait Ethereum, XRP, etc. Ensuite, on a eu le premier gros bear market pour cette monnaie-là. Stabilisation ici. Ensuite, là, bah, c'est le cycle que vous avez peut-être connu, 2020-2021. On était venu faire un nouveau plus haut. Et là, vous voyez à chaque fois qu'il y a eu finalement un délistage, je ne sais pas si c'est le bon mot, qu'on a délisté en tout cas la crypto-monnaie sur des exchanges. Donc là, même par exemple, banni d'Australie, banni de Corée du Sud. Là, c'est Bitrex qui a délisté. Là, c'est Kraken UK qui a délisté. Et on voit qu'en fait, à chaque fois qu'on a délisté, et la plus importante, ça a été
Alors ça a été, je vais la retrouver, c'était là, Binance qui avait délisté, donc là je me rappelle très bien, moi j'étais déjà sur le marché à ce moment-là, on avait eu une bougie rouge, des enfers sur, Monero et en fait on voit qu'à chaque fois, eh bien, Monero se, relève et montre une résilience qui est vraiment hallucinante. Pour être honnête avec vous, c'est pas une crypto que je suivais énormément. J'avais plus les yeux sur Bitcoin, mais en fait, c'est drôle et un petit peu comme la miniature. D'une certaine façon, je trouve que Monero, bah, c'est un petit peu le frère caché de Bitcoin, le frère obscur, qui a toujours été dans l'ombre et qui pourtant, partage en fait une certaine, vision que Satoshi avait quand il a créé Bitcoin et je trouve ça très intéressant que finalement, on a beau lui taper dessus et il continue d'être là. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il répond, une vraie fonction en fait. Il apporte une valeur, dans le marché des crypto-monnaies. Là, on voit qu'il avait été banni de France et qu'il a pas mal remonté, hein. Là, on est quasiment, de retour sur des plus hauts. On va regarder la chart juste après et puis, ben, prochaine étape, il sera banni d'Europe en 2027. Donc on verra ce qui va se passer. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant, sur Twitter. Là, vous pouvez trouver pas mal d'informations. Vous allez voir qu'en fait, c'est, j'ai l'impression, à nouveau un peu la boîte de Pandore qu'on ouvre et si on commence à creuser le sujet, c'est vraiment très intéressant. Il y avait un autre post que je voulais vous montrer. On va le trouver sur, la page de Crash. En fait, c'est, pour rendre à César ce qui est à César. C'est Crash qui parle de Monero depuis, quelques semaines. Donc là, j'ai suivi un petit peu, l'actualité. Alors il parle de Brett aussi énormément. Voilà, c'est ce post-là que j'avais trouvé intéressant. Donc, qui dit, bah, finalement, on compare Monero à Bitcoin, au fiat, donc ça c'est les monnaies digitales, fiat cash, donc le dollar, et puis l'or. Et là, vous avez différents critères qu'on recherche pour une monnaie. Donc là, bah, c'est par exemple, le fait que ça soit fongible, donc interchangeable, non traçable, le côté portabilité, le côté durable, l'irréversibilité, je crois que je l'ai bien dit, des paiements, la divisibilité, hein, qui est une des critères, un des critères importants pour, une monnaie. Le côté, scarce, ben, ça c'est pour l'inflation, pour éviter, l'inflation. Donc c'est plutôt déflationniste au contraire. Vérifiable, un historique, voilà, qui est établi, donc par exemple l'or, on voit qu'il est à A+, bien sûr, c'est la plus vieille, et puis le côté, décentralisé, résistant, à la censure. Et en fait, si on compare les deux, on voit qu'en fait, Bitcoin et Monero sont très intéressants, assez complémentaires finalement, et que sur certains aspects, Monero finalement va être supérieur à Bitcoin. Donc c'est ce qu'il explique ici. Il a beau être délisté, 80% des comments sont bah, comment je l'achète. L'Europe veut le faire, veut le rendre illégal. Donc en fait, le fait qu'il soit délisté partout, ça crée aussi finalement une certaine rareté du projet. Ça vient un petit peu réduire la possibilité d'achat, mais pour autant, si la demande est là et qu'elle continue, eh bien, ça peut limite créer finalement un genre de short squeeze et amplifier le phénomène. Donc on va aller voir maintenant le graphique. Déjà, vous allez voir qu'en weekly, eh bien, on a une bougie très impressionnante. Alors, c'est pas du niveau de hype, mais quand même très intéressant, avec un 24%, alors que la plupart des crypto-monnaies étaient en stabilisation, comme je vous disais tout à l'heure. Et surtout, je veux revenir sur cette bougie-là, donc vous vous rappelez, c'est là que je vous en ai parlé pour la première fois sur la chaîne, avec cette bougie. Donc ça, c'est le hack que je vous disais tout à l'heure. Donc on voit, hein, ça a été un mouvement très important. On était allé chercher 53% sur la journée. Toute cette mèche-là, en fait, c'est littéralement le hacker qui vendait ses bitcoins pour du Monero. Et pourquoi il faisait ça? Bah, tout simplement pour effacer les traces de son hack. Et là, je vous avais dit, bah, à ce moment-là, attention, on est sur quelque chose qui peut être vraiment un genre d'épiphénomène, mais il faut voir si ce mouvement continue. Et avant ça, on voit que bah, on était plutôt sur une grosse stabilisation. Mais le fait est que, vous le voyez, jour après jour, et j'ai continué de suivre ça, on a un prix qui continue, et là qui a même l'air de tenir vraiment ce canal haussier, et on a quasiment le début d'un mouvement parabolique. Donc là, c'est encore un petit peu tôt. Là, on est aussi sur une résistance importante, ce que j'ai tracé ici. On va le voir ici. Voilà, on est de retour sur le plus haut de son premier cycle. Le plus haut de son deuxième cycle, bah, ça va être la deuxième ligne ici. Donc à voir, est-ce qu'on va y revenir, est-ce qu'on va le dépasser? En tout cas, c'est vraiment intéressant et on voit surtout bah, qu'on a une consolidation vraiment importante depuis le dernier bear market aux environs des 150 $, on va dire en moyenne. On voit la moyenne mobile 200 qui était plate de chez plate, la moyenne mobile 50 également. Et là, on voit que eh ben, on est en train de take off et on a quelque chose de très intéressant. Donc voilà, une fois encore, ce n'est pas une recommandation, voilà, je ne vous recommande pas d'acheter du Monero en tant que tel, mais simplement, je mets un petit spot de lumière dessus,
parce que je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment et je le trouve particulièrement résilient. Si on regarde d'ailleurs, je crois que j'avais sorti la charte, ouais, Monero contre Bitcoin, parce que c'est toujours important de voir comment l'altcoin performe par rapport à Bitcoin, hein, qui est vraiment l'étalon. On voit que, bah oui, depuis 2017, Monero se fait complètement éclater par Bitcoin. Par contre, là, on a eu cette espèce de double bottom important en 2024. Et là, on voit que maintenant, bien, on a franchi ce niveau important. Et là, on a l'air vraiment de vouloir retourner sur ces niveaux-là on va dire, de dominance sur Monero. Donc, très intéressant. Je pense que Monero devrait continuer de surperformer Bitcoin sur le reste du cycle. Je ne dis pas que c'est l'altcoin qui aura la meilleure performance, mais voilà, ça peut être un sort finalement de hedge sur votre position Bitcoin, de dire, eh bien, puisque Bitcoin aujourd'hui est en train de s'institutionnaliser, peut-être qu'il y a une fonction qui remplissait au début, qui pourra peut-être moins remplir, le côté un peu monnaie du peuple, le rêve, on va dire, cypherpunk de Satoshi, et peut-être que finalement, Monero pourrait succéder à Bitcoin dans cette réalisation-là, sur le côté vraiment décentralisé, anti-gouvernement, anti-banque. Donc là encore, hein, ce n'est pas des positions personnelles, hein, je fais simplement une analyse que je vous partage, mais je trouve ça intéressant, et donc peut-être avoir une partie de votre position Bitcoin en Monero, bah, ça peut être intéressant pour dire, bah, si on va dire, cette vision-là se manifeste sur du long terme, hein, eh bien, on devrait avoir notre position qui devrait s'apprécier, pouvoir faire une genre de rotation entre Bitcoin et Monero, qui finalement veulent remplir un rôle un peu similaire dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like pour supporter la chaîne, un petit commentaire aussi si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une excellente semaine. Attention sur les marchés, soyez prudents et on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde.